On va passer à la dernière présentation de la conférence avec une présentation sur les relations entre la consommation de produits laitiers et la santé humaine. Donc, la place des produits laitiers est souvent, parfois discutée dans les régimes alimentaires pour des raisons de santé. Il y a eu un travail important de recherche qui a été réalisé. Moi, j'ai le sentiment qu'on a un changement de paradigme. Et donc, présentation assurée par Cécile Laitier, qui est chef du service qualité du lait à l'Institut de l'élevage, et Corinne Marmonnier du CNIEL, donc une intervention conjointe. Donc merci, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est une présentation à deux voix. Donc moi, je vais vous parler des points marquants du livre blanc sur bénéfices et risques pour la santé de la consommation de fromage. Et Corinne Marmonnier va vous parler en fait des travaux de recherche qui sont menés et suivis par le CNIEL, donc sur cette thématique lien entre consommation de produits laitiers et de fromage et santé humaine. Donc le livre blanc, donc bénéfices et risques pour la santé de la consommation de fromage avec les intérêts de la biodiversité microbienne. Donc c'est un ouvrage qui a été rédigé par Stéphane Michika, co-encadré avec un co-encadrement d'IDEL et de Vetagrosup. Et donc ce travail a été réalisé dans le cadre de la Fondation Biodiversité fromagère avec un cofinancement du CNAOL. Cet ouvrage, pourquoi et qu'est-ce qu'il comporte? Donc, les fromages, ils sont aujourd'hui encore au cœur de notre consommation. La France, ça reste le pays, le premier consommateur de fromage. Et les fromages, ils font débat, toujours sur leur impact au niveau de la santé humaine. Donc, ils sont riches en biodiversité microbienne, ce qui est en lien avec notre microbiote et d'intérêt, mais ça peut être dans certains cas aussi des vecteurs de pathogènes. Ils sont riches en nutriments essentiels, protéines, lipides, minéraux, mais du fait de leur richesse en acides gras saturés, en sel, ils ont longtemps été considérés à risque, on y reviendra, par rapport aux maladies cardiovasculaires. En parallèle, donc, les pratiques au niveau de la fabrication ont nettement évolué, au niveau de l'élevage aussi d'ailleurs, et on a aussi une pression sanitaire qui est de plus en plus importante, et notamment sur les filières au lait cru qui sont menacées aujourd'hui. Et on a aussi au niveau de la santé des maladies émergentes, des maladies dites de la modernité, comme l'eczéma, les allergies, etc. Et donc se demander si les fromages sont contributeurs ou au contraire un rôle protecteur est essentiel. Donc d'où ce travail inédit qui se veut être donc un état des lieux vraiment objectif de la situation, avec une synthèse bibliographique menée sur la base de plus de 6000 études qui ont été compulsées, avec 2500 publications SOC qui ont été retenues, en retenant donc bien entendu les effets documentés à la fois positifs et négatifs. L'ouvrage y vise l'ensemble de l'offre fromagère, que les produits soient issus de lait cru ou de lait pasteurisé, en faisant le focus sur la richesse en biodiversité microbienne. Et ce travail, il a été suivi et relu par un comité interdisciplinaire dans le cadre de la Fondation, donc avec des scientifiques à la fois au niveau de la microbiologie, avec des gens connus comme Marc-André Selos, si vous avez déjà entendu ses interventions, des pédiatres, des médecins, des technologues, et puis aussi des professionnels du secteur. Donc la santé, elle a été abordée dans toutes ses dimensions. Il y a un rappel qui est fait sur, et je vais y revenir, sur l'intérêt du microbiote par rapport à notre santé. Donc ont été abordées donc tout ce qui est maladies, notamment en lien avec l'intestin, les maladies infectieuses bien connues, les cancers, les vieillissements, les maladies neurologiques, bien-être mental, les maladies cardio-neurovasculaires et les maladies allergiques et atopiques. Donc, rappel sur le microbiote digestif et le lien avec la santé humaine, on en parle beaucoup aujourd'hui. Comme vous savez, notre organisme, il héberge à différents niveaux, que ce soit la peau, les poumons et donc le système digestif, des nombreux micro-organismes, c'est ce qui forme donc le microbiote. Ces micro-organismes, ils sont largement impliqués dans nos fonctions vitales. On a longtemps mésestimé le microbiote digestif, en particulier le microbiote intestinal, et donc on sait aujourd'hui que c'est un élément central au niveau de notre bien-être physique et mental. Donc au niveau du microbiote, on a une immense diversité, avec plus de 100 000 milliards de micro-organismes, microbiote intestinal, environ 1000 espèces identifiées, et on a un microbiote qui est propre à chaque individu. Donc c'est une véritable carte d'identité à l'image de notre ADN. Et ce microbiote, il va avoir des impacts multiples sur notre santé.
quand le microbiote est sain, donc ça va contribuer à notre bien-être général, à avoir un rôle protecteur contre les maladies neurologiques, à participer au maintien de notre santé bucco-dentaire, la protection contre les maladies cardiovasculaires, la maturation du système immunitaire et donc la protection contre des dysfonctionnements immunitaires qui sont impliqués dans les phénomènes d'allergie. Une fonction qui était déjà largement connue, donc la digestion, l'assimilation des nutriments, la synthèse de vitamines, et enfin la protection de l'intestin contre les pathogènes. Donc la consommation de fromage ou des fromages, puisqu'on a une multitude de types de fromages en fonction des pratiques de production, de fabrication, de la technologie fromagère. Donc c'est un aliment complexe et riche qui va donc être source d'apports nutritionnels, mais aussi de niveaux très élevés de micro-organismes d'intérêt, avec plus d'1 milliard par gramme. Il faut savoir que les fromages, c'est le premier contributeur au niveau de notre microbiote intestinal. Et on a une biodiversité microbienne importante et qui est encore plus importante donc, pour les fromages au lait cru. Et on a aussi malheureusement l'apport parfois de pathogènes dans des cas peu fréquents, mais qui peuvent avoir des conséquences graves. On a aussi des éléments qui sont apportés donc, par ces micro-organismes, par leur métabolisme, et tout ça va avoir des impacts sur le microbiote digestif en lien avec notre santé. Donc, comment va agir cette consommation de fromage ? Il va y avoir des modifications directes sur le microbiote intestinal par les bactéries apportées, avec l'accroissement de la biodiversité du microbiote, favoriser l'abondance des bactéries lactiques dans notre microbiote et de fait réduire les microflores qui sont associées à la prise de poids. Permettre l'abondance aussi des bactéries productrices d'acides gras à courte chaîne, alors soit directement par les bactéries qui sont apportées, ou soit les bactéries qui sont apportées par les fromages vont stimuler la production de ces acides gras par les autres bactéries présentes. Et puis, ça va favoriser aussi l'abondance des microflores impliquées dans la protection des pathogènes. Donc, les fromages, ils sont source à la fois donc, de ce qu'on appelle les prébiotiques, c'est des éléments biochimiques non vivants, et probiotiques, éléments vivants qui vont agir sur le microbiote par les acides gras donc, à courte chaîne, les peptides bioactifs qui sont issus notamment de la protéolyse des protéines pendant l'affinage, donc ils seront d'autant plus importants que l'affinage est long, et puis source donc, de minéraux, d'acides aminés. Et on a notamment le neurotransmetteur GABA qui est impliqué dans les maladies neurologiques, mais qui a un rôle aussi protecteur vis-à-vis d'autres maladies. Donc tous ces éléments vont avoir des rôles de protection par rapport à différentes maladies. Donc si je fais un zoom sur quelques éléments clés donc, du livre blanc, donc les bénéfices de la consommation de fromage et de produits laitiers vis-à-vis de ce qu'on appelle les maladies atopiques. Ça comprend la dermatite atopique, c'est l'eczéma, la rhinite allergique, c'est le rhume des foins, l'asthme et les allergies alimentaires. Donc, il a été établi des liens entre la vie dans une ferme d'élevage, la consommation de lait cru ou de produits laitiers de la ferme, des fromages et une diminution donc, du risque de développer des maladies atopiques, des allergies alimentaires donc, chez les enfants. Alors, vous avez peut-être en tête l'étude européenne Pasteur qui a été menée notamment en France, j'y reviendrai, mais ces phénomènes, ils ont été observés aussi dans plusieurs autres dizaines d'études internationales menées ces 30 dernières années et dans des contextes très différents, comme la Turquie, l'Australie ou le Japon. Donc, au niveau de Pasteur, en fait, c'était mené dans 5 pays européens, Allemagne, Autriche, Finlande, France et en Franche-Comté, et la Suisse, où en fait, c'était une étude de très grande ampleur avec une cohorte où 1000 femmes enceintes ont été recrutées entre 2002 et 2005, venant d'un environnement rural, fermier ou non, et les enfants ont été suivis donc, de la naissance à 16 ans. Donc, la cohorte et toutes les études associées ont permis de confirmer le rôle protecteur de la naissance et de la vie à la ferme, ainsi que de la consommation de lait cru contre diverses pathologies allergiques et atopiques. À savoir que ce rôle protecteur du lait cru reste quand même important lorsque le lait est bouilli. Pour la consommation de fromage lorsqu'elle est précoce, donc à 18 mois, ça permet de diminuer le risque de développer des rhinites et des allergies alimentaires. Et enfin, plus on augmente la diversité de fromages consommés, de types de fromage jusqu'à l'âge de 18 mois, on va avoir une réduction de risque de développer des dermatites atopiques et des allergies alimentaires. Je passe un peu vite. Par rapport aux bénéfices et risques de la consommation de fromage, cette fois sur les maladies cardio-neurovasculaires et les cancers. Donc, comme vous le savez, parce que c'est quand même le discours médical, par rapport aux dernières décennies,
du fait de leur richesse en sel et en acides gras saturés. Donc les fromages étaient vus comme à risque par rapport à la santé cardiovasculaire et au cancer. Donc aujourd'hui, on assiste en fait à un changement de paradigme et avec les dernières études qui ont été publiées à partir donc, de données issues donc, de cohortes suivies de populations et des méta-analyses. Donc cette différence, donc la balance s'oriente maintenant vers les bénéfices. Donc cette différence de résultats s'explique par la différence aussi de méthodologie d'études, parce qu'avant, en fait, les conclusions sur les fromages s'étaient basées sur en fait, des tests sur des substances, en particulier acides gras, sel. Voilà. Et là, le fromage n'était pas pris en compte comme un aliment complexe dans son ensemble, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment des études au niveau des populations avec l'étude de la consommation donc, de fromage. Donc, ce qui a été montré par rapport à ces dernières études, c'est que dans le cadre d'une alimentation équilibrée, donc par rapport à la consommation de fromage, je vous laisse apprécier votre consommation, c'est 30 à 50 grammes de fromage par jour, et d'une activité physique régulière. Donc la consommation de fromage n'apparaît pas comme un surrisque et même est un facteur protecteur. Donc dans le cas des maladies cardiovasculaires, on a de façon avérée une réduction du risque de 5 à 15% selon les études. Pour les cancers, on a des effets globalement neutres vis-à-vis de la plupart, et ça dépend en fait du type de cancer et des produits laitiers aussi impliqués. Donc rapidement, par rapport aux autres bénéfices et risques, donc sur les maladies infectieuses qui sont liées aux pathogènes, listeria, salmonelle, les STEC aujourd'hui, qui préoccupent les filières au lait cru. Donc les produits laitiers sont responsables chaque année de 3 à 4% des toxi-infections alimentaires collectives en France. On a des mesures de maîtrise, que ce soit au niveau de la fabrication aussi en élevage, et qui sont donc à raisonner en filière lait cru pour préserver aussi les microflores d'intérêt à effet barrière par rapport aux pathogènes, mais aussi on a vu l'intérêt de cette biodiversité microbiote en lien avec notre microbiote et la santé. Sur les aspects vieillissement, donc, il est assez établi l'effet positif de la consommation de fromage, notamment par rapport au calcium contre l'ostéoporose. Sur le vieillissement des cellules, il y a des études qui ont été menées, ça reste à confirmer. Sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc derrière ça, c'est notamment la maladie de Crohn, on a des effets protecteurs qui ont été mis en évidence in vitro, donc sur des cultures de cellules ou des modèles expérimentaux souris avec ingestion soit de souches bactériennes ou de substances. Et ça reste à confirmer in vivo. Et sur les maladies neurologiques, le bien-être mental, on a des effets qui sont encore mal connus, mais on peut noter par exemple que la consommation de fromage contribue au bien-être mental et réduit le stress. Et la piste du microbiote est là aussi la plus prometteuse. En élément de conclusion par rapport au livre blanc, on a une très grande majorité des publications disponibles qui font référence qu'aux produits laitiers et au mieux au fromage. Et donc, quand on connaît toute la diversité, des études spécifiques sont nécessaires, et notamment sur les fromages au lait cru. Cette synthèse, elle se veut être une synthèse donc, bibliographique à date, avec des effets donc, à la fois positifs et négatifs. C'est un travail original, mais ce n'est pas une analyse des risques, ça ne constitue pas un élément de balance entre les bénéfices et les risques, et ce n'est pas non plus des recommandations. Donc, on a pu mettre en évidence que les fromages étaient porteurs de nombreux bénéfices, notamment en lien avec notre microbiote attendu, mais aussi à contre-courant des idées reçues, donc, notamment sur les maladies cardiovasculaires. Pour les filières au lait cru, en particulier, la maîtrise des agents pathogènes, avec notamment les STEC actuellement, reste un combat permanent. Donc, l'ouvrage est disponible en PDF sur le site de la Fondation. Et en termes de déploiement, donc, on a eu un événement spécifique à l'automne dernier au niveau du lieu emblématique de l'Académie de médecine. On a donc pu présenter ce livre blanc au niveau du corps médical, également au niveau des professionnels l'après-midi. Il y a de nombreuses présentations aussi de ce livre blanc. Et l'idée, c'était de le rendre accessible aussi auprès des professionnels et aussi au niveau des lieux de vente pour ceux qui sont en contact directement avec les consommateurs. Et donc, des affiches ont été réalisées et qui peuvent être utilisées. Voilà, je laisse la parole.
Donc, merci Cécile, parce que c'est un bon état de l'art de résultats de recherche issus donc, de projets de recherche. Et au CNEL aussi, on initie des projets de recherche sur la nutrition et la santé, avec pour objectif, en premier lieu, d'acquérir des connaissances sur les bénéfices, sur les effets santé des produits du lait et des produits laitiers et de leurs constituants sur la santé, et pour permettre aussi de mettre en évidence donc, ces bénéfices à tous les âges de la vie. Alors, comme vous pouvez le voir, on est sur plusieurs axes de recherche. Il y en a 3 axes majeurs. La première, un des principaux axes majeurs de recherche en nutrition au CNIEL est la matière grasse laitière. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pour étudier effectivement et explorer l'effet des lipides du lait sur la santé et notamment les maladies cardiovasculaires et les maladies métaboliques. Un autre axe est sur les produits laitiers et les maladies chroniques. Donc, qu'est-ce qu'on entend comme maladie chronique ? Le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose aussi, le développement cognitif et le cancer, mais également le microbiote actuellement. Il y a très peu pour l'instant de projets qui sont faits sur le microbiote au niveau du CNIEL, mais il y en a un qui est en cours actuellement et qui permettra peut-être d'expliquer aussi pourquoi il existe un lien entre les produits laitiers et les produits laitiers fermentés et les maladies chroniques en interaction avec le microbiote. Et puis le troisième axe, c'est l'alimentation durable, un sujet très récent, comme vous pouvez l'imaginer, et pour explorer la place des produits laitiers dans une alimentation durable. Donc sur ces 3 axes, on est plus pour la matière grasse laitière sur une approche plutôt constituant, produits laitiers, une approche aliment, et ensuite on va sur une approche un peu plus alimentation. Alors pourquoi l'axe matière grasse laitière ? L'axe de recherche de matière grasse laitière a été l'axe le premier qui a été développé, un axe de recherche qui a été le premier développé et depuis très longtemps au niveau du CNIEL, parce que c'est un axe primordial. Parce que comme Cécile l'a souligné, il y a une image depuis tout temps négative des lipides et aussi des acides gras saturés sur les maladies cardiovasculaires, sur la prise de poids. En santé publique, c'est quelque chose qui est très souvent soulevé. Et bien, de fait, du coup, en raison de leur contenu en lipides et en acides gras saturés, les produits laitiers riches en lipides, tels que le lait entier, les fromages, sont de facto toujours stigmatisés, à savoir que les fromages peuvent contenir 20 à 40% de matière grasse et qui est composé essentiellement de 60% d'acides gras saturés. Mais on reviendra plus loin pour dire que ces saturés ne sont pas si mauvais que ça. Mais pourquoi donc le fait de tout cela fait qu'il y avait une nécessité quand même, ça répondait à développer cet axe de recherche sur la matière grasse laitière, répondait vraiment à un réel besoin pour acquérir des connaissances sur le rôle du lait, de ces lipides du lait sur la santé, notamment donc pour casser ce dogme, les lipides, les acides gras saturés provoquent des maladies cardiovasculaires et de l'obésité, les produits laitiers contiennent des lipides, contiennent des saturés, donc forcément les produits laitiers favorise les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Donc là, la recherche a fait qu'on voulait aussi appréhender ces effets santé des lipides du lait sur ces maladies. Et puis pour travailler aussi à la défense de ce dogme et illustrer aussi que la matière grasse laitière pouvait aussi en avoir un intérêt nutritionnel. Et tout ça aussi pour permettre aussi d'améliorer sa perception et auprès de la communauté scientifique et médicale. Et là, la recherche est nécessaire parce que tout ça, la communication doit être basée sur des fondements scientifiques. Et tout ça, bien sûr, ça va servir à valoriser les produits laitiers qui contiennent donc des lipides comme les fromages. Donc, si je fais l'historique, depuis, vous verrez, là, vous voyez que en fait, ça fait depuis plus de 40 ans qu'au CNIEL, on travaille sur la matière grasse laitière et qu'on a initié des programmes de recherche et collaboré à des projets de recherche sur la matière grasse laitière au niveau national avec des organismes comme l'INRAE, l'INSERM et les universités, mais aussi au niveau international. Alors, entre les années 80-90 jusqu'aux années 2000, les projets ont été essentiellement se sont essentiellement focalisés sur les composants du lait qui étaient pointés du doigt, le cholestérol, les acides gras saturés, et aussi
un peu plus récemment les acides gras trans. Et donc, les projets au cours de ces années de recherche ont été plus focalisés sur ces constituants, et ils ont permis de montrer et de mettre en évidence que les acides gras saturés n'étaient pas tous à mettre dans le même panier. Et oui, il y a des acides gras saturés qui sont hétérogènes et qui sont présents dans les lipides du lait, mais il y a d'autres acides gras saturés qui sont aussi présents dans les lipides du lait et qui sont bons aussi. Cécile parlait des acides gras à chaîne courte, c'est cela. Et il y en a d'autres aussi qui ont des rôles fonctionnels et qui sont d'intérêt aussi nutritionnel pour la conversion aussi et le métabolisme chez l'homme. Donc ces résultats sur les acides gras saturés ont permis de mettre ça en évidence. Et puis après, on a aussi travaillé sur les acides gras trans, parce que c'est quelque chose qui est arrivé aussi nouveau, du fait des matières grasses végétales hydrogénées qui produisent énormément d'acides gras trans. Et donc les produits laitiers aussi, la matière grasse laitière contient aussi des acides gras trans, mais naturellement présents. Et donc, systématiquement, ils étaient aussi accusés de favoriser les maladies cardiovasculaires. Et là, les recherches ont permis aussi de montrer qu'il fallait bien distinguer les acides gras trans qui étaient issus du lait des acides gras trans qui étaient issus des matières grasses végétales hydrogénées. Et puis, ensuite, on va faire un peu plus dans les années 2010. On a orienté la recherche vers une approche aliment. Et avec une fameuse étude, une étude danoise qu'on a fait en collaboration avec nos homologues internationaux sur le fromage, et qui a permis aussi de montrer que l'effet du fromage, l'effet des lipides, l'effet des saturés dépendait de la source alimentaire dans laquelle ils étaient connus. Et ça a permis aussi d'installer le concept d'effet matrice. Alors l'effet matrice, c'est un concept, effectivement, c'est peut-être un petit peu, je vais essayer de vous le résumer en une phrase, c'est de dire que c'est pas parce qu'un aliment contient un nutriment négatif que forcément il a un effet négatif sur la santé. Donc ça, c'est le cas pour les acides gras saturés. Et donc là, ce projet de recherche a permis de montrer que le fromage n'avait pas d'effet, et c'était lié à sa matrice, parce que le fromage, il contient, comme l'a dit aussi Cécile, du calcium, des protéines, des probiotiques, des ferments, qui peuvent aussi contribuer à cet effet bénéfique et à l'effet neutre du fromage sur les maladies cardiovasculaires. Donc il faut quand même aussi un petit peu expliquer ce concept d'effet matrice. Et l'effet matrice peut aussi être expliqué par le fait que la matière grasse laitière contient aussi des lipides qui sont très spécifiques à la matière grasse laitière. Il y a des lipides qui sont en petite quantité, mais qui sont spécifiques et qui peuvent avoir aussi un rôle et qui peuvent aussi expliquer cet effet matrice et l'effet du fromage sur la santé. Donc ces dernières années, on s'est focalisé sur ces lipides spécifiques pour mettre en valeur la spécificité de la matière grasse laitière. Donc, il s'agit notamment, par exemple, des lipides polaires que l'on trouve dans les membranes de globules gras du lait. Et puis, il n'y a pas que les maladies cardiovasculaires, il n'y a pas que l'obésité. Donc, on a aussi choisi d'élargir aussi notre champ de recherche sur d'autres paramètres de santé pour montrer l'intérêt nutritionnel de la matière grasse laitière. Et donc, très récemment, il y a un projet de recherche qui est en cours actuellement sur modèle animal pour déterminer l'intérêt de la matière grasse laitière sur les développements cognitifs. Et je suis assez contente parce que les résultats sont plutôt encourageants, parce qu'ils ont permis d'observer que les animaux, les nouveau-nés qui étaient nourris à base d'un régime, avec un régime à base de matière grasse laitière, avaient des meilleures capacités à la fois de psychomotrice et d'apprentissage que des animaux qui étaient nourris, des nouveau-nés qui étaient nourris à base d'un régime avec un régime à base de matière grasse végétale, essentiellement de l'huile de palme. Donc c'était vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment important. Les projets va bientôt se terminer, il va être restitué aussi très prochainement. Donc tout ça, c'est comme vous pouvez voir, c'est petit à petit des petites pièces de puzzle qu'on est en train de construire, qu'on construit à travers les projets de recherche. Alors, il n'y a pas que nous. Il y a aussi au niveau d'autres, à l'international, que des projets de recherche se font sur la matière grasse laitière. Et ça permet aussi de faire évoluer, d'acquérir des connaissances sur la matière grasse laitière et de faire aussi évoluer
les paradigmes. Ça, c'est plus de 30 ans, je dirais, d'efforts et d'investissement dans la recherche, pour avoir finalement une couverture dans le TAM en 2014 pour dire « eat butter ». Donc c'est quand même quelque chose assez parlant. Mais les choses donc bougent petit à petit. Donc ça arrive. Aujourd'hui, même si ce n'est pas encore toujours bien acquis, même au niveau de la santé publique, et qu'on est toujours un petit peu à limiter le gras, on peut voir que les choses bougent, notamment aussi en France, mais aussi outre-Atlantique. Dans les récentes, par exemple, recommandations américaines qui viennent juste de paraître en janvier, là, eh bien, ils reconnaissent enfin que l'effet matrice, qu'il y a un effet matrice et que les produits laitiers au lait entier seraient peut-être pas forcément aussi mauvais qu'on pourrait le penser. Donc, ils ne sont pas encore à recommander les Volfat, mais ils sont enfin en train de reconnaître que c'est bien. Donc, ce n'est pas un effet trop, parce que c'était avant, mais c'est quelque chose qui est vraiment à souligner. Donc, mais en attendant, donc, tout ça, il faut pouvoir aussi, en attendant que les choses quand même bougent aussi dans les paradigmes, il faut aussi que ça soit aussi communiqué auprès de la communauté scientifique, auprès de la communauté aussi médicale. Donc pour cela, il faut déjà que les résultats de recherche soient publiés, et publiés dans des journaux scientifiques à comité de lecture, donc des journaux scientifiques qui sont reconnus. Et puis ensuite, ces résultats au niveau du CNIEL sont déployés à travers des organisations de colloques scientifiques dans des congrès de nutrition, et puis aussi à travers des outils de communication qui sont élaborés par mes collègues de la communication santé. Et notamment sur l'effet matrice, pour que ça rentre aussi un peu plus large que la matière grasse laitière. Voilà, donc pour finir, c'était juste pour vous dire donc, du coup, que la recherche en nutrition santé, elle permet vraiment de gagner en connaissances et de constituer un socle d'éléments scientifiques qui est solide, qui permet aussi de s'appuyer pour communiquer sur les produits laitiers et leurs effets sur la santé. Alors, si la matière grasse laitière, on a pu voir que ces connaissances, elles peuvent avoir des retombées vraiment à très long terme, donc, parce que rien n'est acquis, et surtout parce que les paradigmes sont difficiles à faire évoluer, mais voilà, il faut un peu de patience. Et puis, c'est pour ça qu'aussi qu'on continue de travailler encore sur la matière grasse laitière. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel aussi, il y a un axe sur lequel on développe beaucoup, c'est l'intérêt des produits animaux et notamment des produits laitiers dans une alimentation durable pour montrer qu'ils ont toute une place dans une alimentation un peu plus végétale. Voilà. Merci à vous pour cette présentation complète et agréable à entendre. Voilà. J'ai envie de répondre très basiquement. L'agriculture française, aujourd'hui, au-delà des produits laitiers, si notre espérance de vie augmente, ça veut dire quand même qu'on produit des produits de qualité. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, mais voilà, il faut quand même le dire. Voilà. Alors, on a des détracteurs, vous faites un excellent travail pour promouvoir ces produits-là. Moi, un grand merci à vous. Quelques questions? Oui, André Flimelin. Oui, une remarque. Effectivement, aux États-Unis, en 2014, il y a eu une publication et une série qui ont suivi par la suite sur le beurre remis à l'honneur. Et ça a suivi très vite au niveau consommation du beurre et consommation des crèmes. En France, ça a été beaucoup plus timide. Il y a eu quelques flambées, mais qui étaient plus dus à des aspects d'offre-demande que de consommation proprement dite. Donc là, on a un peu d'inertie par rapport à ça. Et on avait vu un certain nombre de choses. Il y a effectivement les nouveautés type lipides polaires, qui sont vraiment des choses qui sont très importantes, notamment pour les laits infantiles, parce qu'aujourd'hui encore, la science nous dit qu'il y a le lait maternel et le reste, ce n'est pas très différent entre les laits recomposés qui ont très peu de matière grasse laitière. La plupart des aliments pour bébés ont très peu. La plupart étaient sans parce qu'on a réussi à faire des combinaisons. Donc il y a une piste là qui est très importante à rechercher. L'autre aspect que je voulais souligner, c'est que les matières grasses dépendent aussi beaucoup de l'alimentation. On ne l'a pas beaucoup évoqué,
Mais si on alimente des vaches avec de l'herbe ou avec du maïs ou du maïs grain ou de la paille, des choses comme ça, on n'a pas du tout les mêmes compositions en quantité de matière grasse saturée et en type de matière grasse. Donc là aussi, c'est une piste qu'il faut absolument mettre en évidence à l'Institut de l'élevage et au CNIEL. Bonjour, Thomas Pavie, délégué lait à France Agrimière. On a beaucoup évoqué aujourd'hui ce qui se passait au niveau géopolitique avec les États-Unis. On sait que le nouveau ministre de la Santé des États-Unis est un fervent défenseur du lait cru. Il se dit aux États-Unis que Trump doit une partie de son élection au lait cru, puisque les Amish de Pennsylvanie, qui d'habitude ne votent jamais et qui produisent des fromages au lait cru, pour protester contre les contrôles qu'ils ont eus, qui voulaient leur interdire de faire du lait cru, se sont mis à tous voter Trump, ce qui a fait gagner le swinging state de Pennsylvanie à Trump. Donc il y aura peut-être une possibilité de faire évoluer la réglementation américaine sur le fromage au lait cru. Alors est-ce qu'on aura des alliés paradoxaux? On verra. Aux États-Unis, il n'y a pas zéro production de fromage au lait cru. Il y a des États, des États effectivement qui le permettent, comme le Vermont. Voilà. Et au Brésil, par exemple, c'est la même chose. C'est au niveau fédéral où c'est pas possible. Voilà. Oui, oui. En fait, aux États-Unis, il y a des États qui localement acceptent la production de fromage au lait cru, mais ils ne peuvent pas exporter dans d'autres États. Oui, oui. Donc là, l'idée, ce serait de faire changer la règle fédérale qui permettrait la circulation des fromages au lait cru sur tout le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En visio, Charlotte? On peut prendre une dernière question à distance, donc de Philippe Charlotin de Reden. Alors c'est une question qui croise en partie la question qu'André Fumelin a posée, mais il nous demande si la matière grasse laitière de 2025 est la même que celle de 1985. Est-ce qu'on a des études par rapport à ça, en lien notamment avec les changements dans l'alimentation des vaches? Alors là, c'est la colle. C'est la colle. Ben, c'est un champ de recherche si on a encore des échantillons. Oui, certainement. Mais il y a quand même des grandes basiques en fait, qu'on connaît par rapport au profil d'acides gras. On sait que des régimes à base d'herbes vont favoriser les acides gras souhaités. Voilà. Et que cet effet, il est d'ailleurs amoindri si on est en foin. C'est mieux de rester sur de l'herbe fraîche ou conservée de façon humide. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Mais sur la question des acides gras, dans ce qu'on a présenté, il y a les acides gras qu'on amène, mais il y a les acides gras qui sont produits par les bactéries. C'est ça qui est important, parce que, là, tu peux peut-être compléter ce qui se passe au niveau de notre organisme par rapport à... Ah oui. Alors juste pour répondre quand même, donc même si les changements et effectivement la qualité de la matière grasse va changer en fonction de la ration, mais de savoir s'il y a 30 ans ou 40 ans, c'était pas la même... Ça, je ne saurais pas vous répondre, ça c'est clair. Et puis effectivement, il y a les acides gras à chaîne courte qui peuvent être aussi produits et qui sont un peu d'intérêt dans le microbiote. Et là, c'est le fait que les bactéries qui sont présentes dans le fromage, certaines bactéries, elles vont améliorer aussi, elles vont se métaboliser dans le microbiote. Et là, ça va produire directement aussi d'autres acides gras, qui sont les acides gras à chaîne courte, comme on en a dans le lait, mais là, ça va être produit par l'organisme, et c'est un effet positif aussi sur la santé. Merci à vous. On les applaudit. On peut applaudir quand même.